2 ans de vacances, d'après Jules Verne, français facile, niveau A2. Chapitre 1. Une goélette dans la tempête. La nuit du 9 mars 1860, le Slougui, une goélette de 100 tonneaux, fuit une mer démontée. Il est 11 heures du soir. À l'arrière du bateau, 3 jeunes garçons de 14 et 13 ans et un mousse de 12 ans manœuvrent le gouvernail. Soudain, une vague plus forte les renverse. « Brillant, le gouvernail tient toujours ?»« Oui, Gordon. »« Moko, tu es blessé ?» demande à son tour Brillant. « Non, monsieur Brillant, » répond le mousse, le seul marin de cet étrange bateau. C'est alors qu'en haut de l'escalier qui mène aux cabines apparaissent 2 enfants et un chien. « Brillant, que se passe-t-il ?»« Rien, Iverson. Retournez vous coucher. »« Mais en bas, nous avons tous peur. »« Eh bien, cachez-vous sous les draps. » Une nouvelle vague s'écrase sur le bateau et les enfants et le chien redescendent aussitôt. Il n'y a donc que des enfants sur ce bateau qui dérive dans la tempête ? Oui, que des enfants. Et combien sont-ils ? 15 au total. Et il n'y a pas d'hommes ? Pas de capitaine ? Pas de marin pour aider à la manœuvre ? Non, pas de capitaine. Pas de marin. Personne. Personne, à cet instant, pour indiquer la position exacte du Slougui sur l'océan le plus grand, l'océan Pacifique. Mais pour diriger un bateau de 100 tonneaux, il faut au minimum un capitaine, un maître d'équipage, 5 ou 6 hommes. Et sur ce bateau, le seul qui reste de l'équipage, c'est le mousse. Que s'est-il donc passé ? Un peu de patience, on va vous le raconter. Depuis 48 heures, le Slougui avance avec son grand mât cassé. Le mât de misaine est encore en bon état, mais s'il casse, la goélette ne va pas pouvoir rester dans le vent et elle va couler à pic. Hélas, vers 1 heure du matin, sous les coups répétés du vent, la misaine se déchire. « Nous n'avons plus de voile !» crie Doniphan. « Attachons-nous, ou les vagues vont nous emporter !» crie alors Moko. Et les 4 s'attachent pour ne pas tomber à l'eau. Au début du mois de mars, sous cette latitude, les nuits sont courtes et les premières lumières du jour apparaissent vers 4h30. Soudain, Moko, qui observe l'horizon, crie « Terre, terre !»« Tu es sûr ?» demande Doniphan. « Sûr !» répond le mousse. En effet, la terre est visible à 5 ou 6 milles et le Slougui, poussé par le vent, va l'atteindre dans 1 heure environ. Alors Brillant, qui pense qu'il est préférable d'être en haut quand le bateau va s'échouer, crie « Tout le monde sur le pont !» Aussitôt, une dizaine d'enfants et un chien sortent des cabines et s'installent à l'arrière du Slougui. La goélette file dans le vent, mais la côte est rocheuse. On voit les pointes des rochers sous l'eau. « Accrochez-vous ! Accrochez-vous !» crie à nouveau Brillant. Une vague soulève le bateau. À présent, il penche à bâbord, immobile au milieu des vagues qui retombent sur les rochers.
mais il n'est plus en pleine mer, et la grève est tout près, à un quart de mille environ. « N'ayez pas peur !» crie Briand. « Le bateau est solide, et la côte n'est pas loin. Attendons un peu, et nous allons essayer d'atteindre la grève. »« Pourquoi attendre ?» demande Doniphan. « Parce que les vagues sont trop fortes. Elles vont nous jeter sur les rochers, » explique Briand. Doniphan et 2 ou 3 autres ne sont pas d'accord. Ils se regroupent et discutent à voix basse. Mais ils doivent admettre que la mer est trop dangereuse et qu'il est préférable d'attendre. « Surtout, restons tous ensemble, » explique Briand au plus petit, « ou nous sommes perdus. »« Tu ne penses pas faire la loi !» s'écrie Doniphan, qui décidément n'est pas d'accord avec Briand. « Je pense surtout que nous devons rester unis si nous voulons réussir. »« Briand a raison, » ajoute Gordon, qui ne parle jamais sans réfléchir. La marée descend, mais avec quelle lenteur ! Il est 7 heures, et sur le bateau, tout le monde rassemble la nourriture. Conserves, biscuits, viande salée et fumée. On fait des sacs que les plus grands vont ensuite porter. Mais pour transporter tout cela, les rochers doivent être à sec. « Nous devons quitter le Slougui avant le retour de la marée, sinon elle va le détruire, » dit Briand à Gordon. Tous deux pensent un instant utiliser la yole, mais elle ne peut transporter que 5 à 6 personnes. Ils pensent aussi installer un câble entre le Slougui et la grève, mais Briand est à 2 doigts de se noyer quand il nage vers la grève pour essayer d'accrocher le câble à un rocher. Il est midi passé et la marée commence à être forte. Vers 2 heures, le Slougui se redresse, puis roule d'un bord sur l'autre. Les enfants s'accrochent les uns aux autres pour ne pas tomber. Soudain, une vague gigantesque arrive derrière la goélette. Elle mesure au moins 20 pieds de haut. Elle arrive avec la puissance d'un torrent, recouvre les rochers, soulève le Slougui et l'emporte par-dessus les rochers sans que sa coque soit touchée. En moins d'1 minute, le Slougui est emporté jusqu'à la grève. Il heurte le sable 200 pieds avant les premiers arbres, en bas d'une falaise. Et là, il reste immobile sur la terre ferme, pendant que la mer redescend et abandonne la grève. Chapitre 2. La pension Sherman. Quand commence cette histoire, la pension Sherman est une des pensions les plus connues de la ville d'Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande, importante colonie anglaise. Une centaine d'élèves, qui viennent des familles les plus importantes du pays, y étudient. De jeunes Anglais, Français, Américains, Allemands, fils de propriétaires, commerçants ou fonctionnaires, y reçoivent une éducation très sérieuse. La Nouvelle-Zélande est un archipel qui se compose de 2 îles principales séparées par le détroit de Cook. Au nord, Ikanamawi, ou île du Poisson, et au sud, Tawai-Pounamu, ou terre du jade vert. Auckland se trouve dans la partie la plus étroite de l'île d'Ikanamawi, ce qui fait que la ville a 2 ports, l'un à l'ouest et l'autre à l'est. Le port à l'est se prolonge par un quai qui va à Queen Street, l'une des principales rues de la ville. Et c'est précisément au milieu de cette rue
que se trouve la pension Sherman. Ce 14 février 1860, dans l'après-midi, une centaine de jeunes garçons quittent la pension. Ils sont heureux car c'est le début de 2 mois de vacances. Certains d'entre eux vont faire un voyage en mer, sur le Sloogie, et visiter ainsi les côtes de la Nouvelle-Zélande. La goélette est frétée par les parents des élèves et elle appartient au père de l'un d'eux, M. William H. Garnett, ancien capitaine de la marine marchande. Les élèves qui vont partir sur le Sloogie sont dans différentes classes et ils ont de 8 à 14 ans. Mais qui sont-ils? Commençons par Doniphan et Cross. Tous deux sont les fils de riches propriétaires. Ils ont 13 ans et sont cousins. Doniphan est le plus élégant des élèves. On l'appelle Lord Doniphan, car il a un sentiment de supériorité et il aime dominer. Il est intelligent et studieux et veut toujours être le meilleur. Cross, lui, est un élève moyen, plein d'admiration pour son cousin. Baxter a 13 ans. C'est le fils d'un petit commerçant. Il est studieux, réfléchi, inventif et très adroit de ses mains. Webb et Wilcox ont 12 ans et demi. Ils viennent de riches familles de la magistrature. Garnett et son copain Service ont 12 ans. Le père de Garnett est un capitaine à la retraite et celui de Service, un riche colon. Les deux familles sont très amies et Garnett et Service ne se séparent jamais. Ils sont généreux, mais paresseux. Ensuite viennent 2 jeunes garçons âgés de 9 ans. Jenkins, le fils du directeur de la Société des sciences, et Iverson, le fils d'un pasteur. Puis Doll, 8 ans et demi, et Costard, 8 ans, tous deux fils de militaires de l'armée anglo-zélandaise. Enfin, avec ces garçons néo-zélandais d'origine anglaise, il y a un Américain et 2 Français. Gordon, l'Américain, a 14 ans. Il vient de Boston, mais comme il est orphelin, il vit avec son tuteur en Nouvelle-Zélande. Il est réfléchi et pratique. Il est aussi très méthodique et range ses idées dans sa tête comme il range ses affaires dans son cartable. Les 2 Français sont les fils d'un ingénieur. L'aîné, brillant, a 13 ans. Très intelligent, il travaille peu et est souvent le dernier de sa classe. Mais quand il veut, il peut être le premier. C'est une qualité que Doniphan lui envie. De plus, brillant et vif, très sportif, gentil, pas toujours bien habillé. En un mot, il est très français. Son frère Jacques, son cadet de 3 ans, est drôle et aime faire des blagues à ses camarades. On le punit souvent pour cette raison. Ce sont ces garçons, accompagnés d'un chien de chasse appartenant à Gordon, que la tempête va jeter sur une terre inconnue de l'océan Pacifique. Le départ est fixé au 15 février et, le 14 au soir, tous les enfants embarquent. Le capitaine Garnett doit arriver le lendemain. Une fois les enfants installés, le maître va rejoindre son équipage dans un des cafés du port. Seul le mousse est resté avec les enfants. Que s'est-il passé? On n'aura jamais la réponse. Mais une chose est sûre. L'amarre du bateau se détache et, à bord, on ne s'aperçoit de rien. Dans la nuit noire, un puissant vent de terre pousse le Sloogie vers la mer. Soudain, le mousse se réveille
Il monte sur le pont et voit que le bateau dérive en pleine mer. Il crie, et Gordon, Briand et Doniphan le rejoignent sur le pont. Ils appellent à l'aide, mais les lumières du port sont invisibles. La goélette est déjà à 3 milles de la côte. Ils essaient alors d'installer une voile, mais elle les pousse encore plus loin. Le Slougui se trouve bientôt à plusieurs milles de la Nouvelle-Zélande. Un peu plus tard, il croit être sauvé quand il croise un steamer. Dans la nuit noire, le steamer ne les voit pas et heurte légèrement le Slougui à l'arrière. Quand le jour se lève, il dérive sur un océan vide et les vents d'ouest les poussent toujours plus loin dans le Pacifique. On connaît la suite. Quelques jours après, commence une tempête et pendant 2 semaines, elle est d'une grande violence. Le Slougui résiste à des vagues gigantesques et finit par échouer sur une terre inconnue du Pacifique. Pendant ce temps, à Auckland, aussitôt la disparition des enfants constatée, le capitaine du port organise des recherches. Toute la nuit, 2 petits vapeurs font plusieurs milles à la recherche du Slougui. Le vent d'ouest est de plus en plus fort et la mer de plus en plus mauvaise, mais les parents gardent espoir. Pourtant, au retour des vapeurs, l'espoir disparaît. Le Slougui est sûrement au fond de la mer, car il ramène un morceau d'épave. Ce sont en réalité des débris tombés à l'eau après le choc avec le steamer. Sur ces débris, on peut lire 3 ou 4 lettres du mot Slougui. Tout le monde pense alors que le Slougui est au fond de la mer, à une 12aine de milles de la Nouvelle-Zélande, et qu'il n'y a pas de survivants. Chapitre 3. Île ou continent? Le Slougui échoué, on commence à s'organiser. Le bateau penche à bâbord, sa cale est détruite, mais les grands décident que pour le moment, il peut servir d'abri. Cette première nuit, Moko, aidé de service, prépare le repas. Tous mangent avec appétit et s'endorment quand le repas est terminé, car la fatigue est immense après tous ces jours passés dans la tempête. Le lendemain, on décide de faire l'inventaire des provisions. En effet, c'est important de savoir combien de jours durera la nourriture. Il y a des biscuits, des conserves, du jambon et d'autres aliments, mais seulement pour 2 mois. « On peut pêcher !» dit Webb. « Qui veut pêcher ?»« Moi !» disent les petits. « Ou ramasser des mollusques !» dit Service. « D'accord pour les mollusques !» dit Briand. « Moko, tu veux bien aller avec les petits ?» Briand aime bien Moko. C'est un garçon adroit, courageux et serviable. Les petits partis pêcher avec Moko, les grands continuent l'inventaire. Dans un carnet, Gordon note d'abord les voiles et le matériel pour réparer le bateau. Ensuite les armes. 8 fusils de chasse, 12 revolvers, 300 cartouches, 2 tonneaux de poudre de 25 livres chacun, plus la poudre pour les 2 petits canons de la goélette. Il ajoute les pantalons, les tricots, les vareuses trouvées dans les coffres de l'équipage et qui vont être utiles pour l'hiver. Puis, les outils du coffre du menuisier et aussi les briquets, les allumettes, indispensables pour le feu. Gordon note aussi les 500 livres en or du coffre-fort de la goélette.
Enfin, il ajoute les barils trouvés dans la cale, 50 gallons d'alcool divers, 40 tonneaux de bière de 25 gallons chacun et 30 bouteilles de liqueur. C'est assez pour vivre plusieurs mois. Pourtant, Gordon, Briand et Doniphan, qui par leur caractère et leur intelligence sont les vrais chefs de ce monde d'enfants, s'inquiètent. Île ou continent? C'est la question qui les préoccupe, parce que les richesses du bateau vont vite être insuffisantes s'ils sont sur une île. À midi, les moules ramassées par les petits font un très bon repas. Dans l'après-midi, on continue à aménager le sloughi, et le soir, tout le monde va se coucher très tôt. Ainsi se termine la 2e journée sur cette terre de l'océan Pacifique. Le lendemain, Briand est volontaire pour partir en reconnaissance, mais la pluie retarde son départ pendant plusieurs jours. Un matin, enfin, le ciel est clair et il part. Il marche vite en direction d'une petite montagne située au nord de la baie où le sloughi est échoué. D'en haut, il espère voir tout le paysage. La montée est difficile. À 10 heures, arrivé au sommet, il regarde tout d'abord avec attention à l'est. Tout est plat, jusqu'à une dizaine de milles, et plus loin, Briand voit comme une ligne bleue, identique à la mer. Au sud et à l'ouest, pas de doute, c'est encore la mer. C'est donc la mer qui les entoure. Le sloughi n'est pas échoué sur un continent, mais sur une île perdue dans le Pacifique. À 5 heures de l'après-midi, de retour dans la baie, il annonce la nouvelle à ses camarades. D'abord, l'émotion est forte. Ils sont sur une île et sans possibilité d'en sortir. Puis le doute remplace l'émotion. Peut-être qu'à l'est, cette ligne bleue, c'est une ligne de nuages, dit Doniphan. Non, non, c'est la mer, j'en suis sûr, répond Briand. Tu peux te tromper, insiste Doniphan, et je pense que nous devons vérifier. C'est ce que nous allons faire, ajoute Gordon. En effet, il est préférable d'être sûr, et on décide de faire une nouvelle reconnaissance. Cette fois, à 4. Wilcox, Service, Doniphan et Briand. Chapitre 4. La carte du naufragé. Pendant plusieurs jours, le temps est à nouveau mauvais, et c'est seulement après le 1er avril que les 4 garçons quittent le sloughi. Sur les conseils de Gordon, Fan, le chien, les accompagne. Cette fois-ci, ils décident de prendre un autre chemin. Ils s'enfoncent entre les arbres et se dirigent vers la falaise qui s'élève en face d'eux. Service, qui marche devant, trouve un passage où la pente est moins raide, et les 4 garçons arrivent ainsi au sommet. En haut, à la grande satisfaction de Doniphan, la ligne verte de la forêt s'étend à l'infini en direction de l'est. « C'est normal, » explique Briand. « La falaise est moins élevée que la montagne où j'ai fait la première reconnaissance. On voit moins loin. » Pour en être sûr, il décide de redescendre par le côté opposé de la falaise et de traverser la forêt pour voir jusqu'où elle va.
La descente est difficile, et la marche entre les arbres n'en finit pas. À 7 heures du soir, ils sont toujours dans la forêt, et ils s'arrêtent pour dormir. Le lendemain matin, après à nouveau 3 longues heures de marche, ils sortent enfin de la forêt, et devant leurs yeux s'étend une longue plage de sable. Un peu plus loin, la mer, la même mer que celle observée par Briand du haut de la montagne. Doniphan ne dit rien. Il doit admettre que Briand a raison. Ils sont sur une île, sans espoir d'en sortir, si on ne vient pas les aider. Ils vont repartir quand, soudain, ils voient Fan courir vers l'eau et boire sans s'arrêter. « Il boit! Il boit !» crie Doniphan. À son tour, il boit. C'est de l'eau douce. Ce n'est pas la mer qui s'étend jusqu'à l'horizon, mais un lac. La question qui les inquiète, île ou continent, est toujours sans réponse, et ils décident de voir jusqu'où va ce lac. Ils suivent la rive en direction du sud, car cela les rapproche du Slougi, et très vite, ils font une dizaine de milles. Le soir, ils s'arrêtent à nouveau et repartent le lendemain matin à 7 heures. Ils longent une rivière grossie par les eaux du lac quand ils entendent les aboiements du chien. Fan est à l'arrêt devant un arbre, une patte levée, la gueule ouverte. « Il sent quelque chose !» dit Doniphan. Tous s'approchent. Sur le tronc d'un hêtre, ils lisent « F.B. 1807 ». Briand, Doniphan, Wilcox et Service se taisent, mais les aboiements du chien continuent. Ils arment les fusils et suivent Fan, qui aboie à l'entrée d'une grotte. Ils se décident à entrer. À l'intérieur, ils découvrent une table, un tabouret, un lit avec une couverture en laine déchirée. Très émus, ils repartent vers la rivière, mais s'arrêtent brusquement, horrifiés. Au pied d'un arbre se trouvent les restes d'un squelette. Ainsi, le malheureux est mort à cet endroit. Les 4 garçons restent silencieux. Qui est cet homme? D'où est-il? Quelle est son histoire? « Venez, dit Briand, et il les entraîne à nouveau vers la grotte, qu'ils visitent avec soin. Briand fait l'inventaire exact des objets qui s'y trouvent. Quelques outils, une hache, un marteau, une scie, 3 ustensiles de cuisine. Peu de choses en comparaison des outils que possèdent les naufragés du Slougi. Au mur, il y a une montre, et sur le boîtier, on lit « Delpech, Saint-Malo », le nom du fabricant et son adresse. « Un compatriote !» dit Briand, très ému. Ils trouvent aussi un cahier, mais on ne peut rien lire, excepté un nom, François Baudouin, et puis aussi Duguay-Trouin, le nom du bateau bien sûr. Ainsi, François Baudouin est arrivé sur cette terre il y a 53 ans, et pendant tout ce temps, il est resté seul. Entre les pages du cahier, il y a une carte dessinée par le naufragé. C'est la carte de cette terre inconnue. Les garçons y retrouvent la baie où le Slougi est échoué, le lac qu'ils viennent de longer, les forêts, mais aussi la mer, sur tout son périmètre. Cette terre est bien une île, et ils sont condamnés à y vivre.
Elle a la forme d'un grand papillon aux ailes ouvertes, et d'après l'échelle indiquée en bas de page, elle doit mesurer 50 000 du nord au sud et 25 000 d'est en ouest. Il faut à présent retourner à la baie, car Gordon doit commencer à s'inquiéter. Mais avant, les jeunes garçons enterrent le naufragé français. À leur retour, très fatigués, ils décident de raconter leur expédition le lendemain. Les seuls mots que prononce Briand sont « Nous sommes sur une île ». Chapitre 5. La grotte du Français. Le lendemain, 5 avril, les grands se réunissent à l'avant du bateau et Briand et Doniphan font un récit complet de l'expédition. Ce jour-là, ils décident de s'installer dans la grotte du Français. Le bateau s'abîme un peu plus chaque jour, et l'hiver qui arrive est froid. La grotte offre un abri plus sûr. Les jours suivants, on enlève du bateau tout ce qui va servir à l'aménagement de la grotte. Le sloughi vide, on démolit sa coque. C'est un gros travail, mais le 28 au soir, tout est prêt. Tout ce chargement va être transporté jusqu'à la grotte en empruntant la rivière, découverte lors de l'expédition. Pour cela, il faut construire un radeau, et les planches du pont et de la coque sont d'une grande utilité. Pendant ce temps, tout le monde campe près de la rivière. Le 3 mai, le radeau est terminé et on le charge. Avant de partir, on décide d'installer un mât avec un drapeau sur la falaise. Si un bateau passe, il verra que l'île est habitée. Le chargement est lourd. Le radeau met 2 jours pour arriver jusqu'au pied de la grotte. Et quand il s'arrête, les petits sautent de joie. Briand remarque que le seul qui reste indifférent, c'est son frère. Jacques n'est plus le même depuis l'arrivée sur l'île. À la lumière de la lanterne, la grotte n'est pas très grande. Pour cette première nuit, on superpose les couchettes au fond et on installe la table, les chaises et les bancs du sloughi au centre. Avant d'aller dormir, les grands montrent aux petits la tombe du naufragé français. Les jours suivants, on décharge le radeau, mais tout le matériel n'entre pas dans la grotte et on décide de l'agrandir. C'est du calcaire, c'est facile à casser. Les travaux commencent le 27 mai. Avec des pioches et des pics, Briand, Gordon, Baxter et Doniphan creusent d'abord un couloir. Ils avancent facilement. Le couloir est long de 4 à 5 pieds, quand Briand remarque que le mur sonne creux. Derrière, il y a peut-être une deuxième grotte. En effet, le coup de pioche suivant traverse le mur et montre un large trou. Tous les 4 y pénètrent et découvrent une grotte de grande dimension. En plus, l'air y circule car la lampe reste allumée. Les travaux continuent dans l'enthousiasme. On élargit le couloir pour faciliter le passage entre les 2 grottes. La nouvelle, qui est très grande, est nommée hall. On y installe tous les meubles du sloughi, les couchettes et des poêles. Elle sert de dortoir et de salle d'études. L'ancienne est appelée le magasin, car on y garde la nourriture. Elle devient la cuisine
et le réfectoire. Enfin, on installe une porte et on creuse 2 fenêtres qui ouvrent sur le lac. Quand les transformations se terminent, l'hiver est là. Le soir du 10 juin, après le repas, on décide qu'il est temps de donner des noms aux différents endroits de l'île. Ainsi, la baie où le Slougi s'est échoué devient la baie Slougi. On appelle la nouvelle maison la grotte française, en souvenir du naufragé français. Et en souvenir du pays natal, la rivière devient Zélande. Et le lac ? Demande Garnett. Appelons-le le lac de la famille, propose Doniphan. Tous sont d'accord. Peu à peu, on nomme plusieurs endroits de l'île, la colline d'Auckland, pour la falaise, la terrasse du Sport, pour l'espace entre le lac et la rivière. Et l'île, quel nom lui donner ? En souvenir de notre pension, nous allons l'appeler l'île Sherman, propose Costard. Et tout le monde applaudit à la proposition. C'est l'heure d'aller dormir, quand Briand dit « Maintenant que nous avons un nom pour notre île, nous devons choisir un chef. » « Oui, un chef !» s'écrie tout le monde. « Mais seulement pour 1 an !» ajoute Doniphan, qui a peur que ses camarades choisissent Briand. « Et nous pourrons le réélire !» ajoute Briand. « D'accord, mais qui ?» demande Doniphan, de plus en plus nerveux. « Mais le plus responsable d'entre nous, notre camarade Gordon, bien sûr. Oui, oui, vive Gordon !» Et c'est ainsi que Gordon devient chef de la petite colonie de l'île Sherman. Chapitre 6. À la découverte de l'île. Une des premières décisions de Gordon, c'est d'organiser la vie scolaire des petits. Ce sont les grands qui donnent les cours. Ils enseignent les matières principales et font une conférence 2 fois par semaine. De plus, Gordon charge Baxter de tenir le journal de la vie sur l'île. Les cours sont la seule occupation en cette saison. Le froid augmente chaque jour et bientôt la neige rend les promenades impossibles. Fin juin, la température descend jusqu'à 12 degrés au-dessous de 0. Le gibier devient rare. Wilcox pêche parfois du poisson, mais ce n'est pas suffisant, et il faut utiliser les provisions du Slougi. Début août, la température remonte un peu. Tôt le matin, Doniphan, Briand, Service, Wilcox et Baxter vont jusqu'à la baie Slougi. La neige recouvre la plage. Baxter hisse un pavillon neuf sur le mât. Doniphan tue un couple de canards et à 4 heures, ils sont de retour à la grotte. Ainsi passe l'hiver. Le 10 septembre, voilà 6 mois que le Slougi est échoué sur l'île Sherman. Avec le printemps qui arrive, on décide de continuer l'exploration de l'île. On s'aventure d'abord autour de la grotte. Puis, début novembre, le temps enfin beau, une expédition, avec Gordon à sa tête, part découvrir la rive ouest du lac de la Famille jusqu'à sa pointe nord. Sur la carte du Français, la rive ouest s'étend sur 18 milles environ. L'expédition va durer plusieurs jours. Les premiers 6 milles, ils longent la rive du lac. Quand elle devient marécageuse, ils pénètrent dans la forêt qui est en bordure. C'est la forêt découverte par Briand pendant sa première expédition.
Les arbres, des chênes et des pins, sont superbes, et le gibier important. Ils font un premier campement au bord d'une rivière. Ils la nomment rivière du repos. Ils sont alors à 12 milles de leur point de départ. À l'aube, ils repartent. Ils suivent à nouveau la rive du lac en direction du nord. Vers midi, Doniphan, qui marche devant, s'exclame « Nous arrivons à l'extrémité du lac !» En effet, peu après, on aperçoit la pointe du lac et à l'est, la rive opposée. Ils continuent de marcher. Peu à peu, les roseaux et le sable remplacent les arbres. Quand ils arrivent à l'extrémité du lac, le sable s'étend jusqu'à l'horizon. Toujours d'après la carte du Français, ce désert de sable s'étend sur 12 milles jusqu'à la mer. Il est inutile de continuer. Après une nuit dans cet endroit où seuls viennent quelques oiseaux de mer, ils repartent vers la grotte. À la rivière du repos, ils dégustent une outarde que Doniphan vient de chasser. Puis ils se dirigent vers l'ouest, car Gordon veut rentrer au plus vite. À 4 heures, ils sont à la colline d'Auckland, où ils décident de passer une dernière nuit. Pendant que Service prépare le repas, Gordon et Baxter se promènent sous les arbres et remarquent d'étranges animaux. « Des chèvres !» dit Baxter à voix basse. « Prenons-les vivantes !» dit Gordon. Baxter, avec le lasso qui l'accompagne partout où il va, parvient à attraper l'une d'elles, et avec elle, ses 2 chevreaux. Ce ne sont pas des chèvres, mais des vigognes qu'ils viennent d'attraper. Ces animaux sans cornes et aux longues pattes vivent surtout dans les plaines d'Amérique du Sud. Tôt le lendemain, ils repartent. La vigogne suit sans difficulté Service et Webb, qui portent ces 2 petits. Ils marchent vite quand ils entendent un coup de feu et la voix de Doniphan. « Attention! Faites attention !» Soudain, surgit de la forêt un animal de grande taille. Baxter lance à nouveau son lasso et le stoppe. C'est un guanaco qu'il vient de capturer. Cet animal, classé dans la famille des chameaux, est pourtant très différent des camélidés. Son long cou, ses pattes fines et son poil roux font penser à un cheval. C'est aussi un animal très doux qui peut facilement servir de bête de trait. L'expédition est une réussite. C'est avec des bravos et des rires que Briand et les autres accueillent les explorateurs et les animaux. Chapitre 7. La vie s'organise. De retour, on construit un abri près du lac pour les animaux. Bientôt viennent s'y ajouter un couple de vigognes et un second guanaco. Le 15 décembre, Gordon organise une chasse aux phoques à la Beslougie, car il n'y a plus d'huile pour les lampes. L'idée donc est de pouvoir prendre de l'huile animale en tuant un certain nombre de ces phoques qui sont nombreux en cette saison à se chauffer au soleil sur la plage. Le matin, pour empêcher les phoques de fuir vers la mer, les chasseurs forment un demi-cercle entre la mer et la plage. Au signal de Doniphan, ils tirent. L'après-midi, on découpe les phoques et on fait cuire la graisse dans de grands récipients. L'odeur est insupportable, mais, le soir, Moko obtient plusieurs gallons d'huile pour les lampes. Pour Noël, Gordon annonce que les 25 et 26 décembre sont jours fériés. Le 25,
un coup de canon réveille tout le monde. Tous mettent leurs plus beaux vêtements. Les petits présentent leurs vœux aux grands. Et Costard récite un compliment pour Gordon. Le temps est magnifique et la journée se passe en jeux et promenades au bord du lac. Le soir, nouveau coup de canon pour annoncer le dîner et le repas préparé par Moko, aidé de service et très réussi. Costard, cette fois, remercie Brillant au nom de tous les petits. Une semaine après, c'est l'année 1861. Voilà 10 mois que les jeunes naufragés sont sur l'île, et il est vrai que leur vie est bien meilleure. Sur une proposition de Brillant, on décide d'organiser une nouvelle expédition, cette fois sur la rive est du lac de la Famille. Sur cette rive, la carte du français indique un fleuve. « Comment vas-tu faire ?» demande Gordon. « Je vais traverser le lac d'ouest en est avec la yole et descendre le fleuve jusqu'à la mer. »« Et qui veux-tu prendre avec toi ?»« Moko, il sait manœuvrer la yole. »« Et qui d'autre ?»« Mon frère Jacques, il m'inquiète. Je vais profiter du voyage pour parler avec lui. » Le 4 février, à 8 heures du matin, les 3 garçons embarquent sur la yole et hissent la voile. Le vent les pousse, puis tombe vers midi. Ils en profitent pour déjeuner. Vers 4 heures, Moko, qui observe avec la lunette d'approche, annonce que la rive est à 2 milles environ. À 6 heures du soir, ils accostent une petite plage. Les voyageurs dînent de biscuits et de viande froide. Tôt le lendemain, ils trouvent sans difficulté le fleuve dessiné sur la carte et ils se laissent porter par le courant. Il coule à l'est. Appelons-le le fleuve Est. Sur chaque rive, c'est la forêt, dense et sombre. À l'approche du littoral, le courant diminue et le fleuve débouche sur une côte formée de roches et de grottes. Toute la journée, ils explorent cette nouvelle côte qui se montre sans intérêt. En effet, on ne voit pas une seule terre au loin et Brillant la nomme côte de la déception. Après le repas, dans l'attente de la marée pour remonter le fleuve, chacun va se promener sur la plage. Il est temps de repartir, et Moko se dirige vers la yole quand il entend des pleurs et des cris. C'est Brillant qui crie, et Moko court vers lui, mais il s'arrête un peu avant. Jacques est à genoux, et il demande pardon. Moko veut partir, mais c'est trop tard. Il entend toute la discussion. « Comment ? C'est toi le responsable ? Pardon, Brillant, pardon. C'est pour ça que tu as peur de tes camarades ? Surtout pas un mot. À personne. » À présent, Moko connaît le terrible secret de Jacques, mais il est d'accord avec Brillant qu'il ne faut le dire à personne. Le retour se fait facilement et, à leur arrivée, Brillant annonce que l'île Sherman est sûrement à plusieurs centaines de milles du continent. Les mois suivants, les chasseurs font plusieurs excursions près de la rivière Zélande, où le gibier est nombreux. On fait aussi des provisions de bois avec l'aide des guanacos. L'instruction des petits par les grands continue. On joue aussi au cricket ou au palet. Un jour, pendant une partie, Doniphan, toujours jaloux de Brillant, l'accuse de tricher. C'est Gordon, en chef responsable, qui arrête la dispute. Le 25 mai,
arrivent les premières neiges, un peu plus tôt que l'année précédente. L'hiver va-t-il être plus froid cette année? C'est aussi à cette période que la petite colonie s'anime, car le 10 juin, le mandat de Gordon se termine et il faut nommer un nouveau chef. Le 10 juin arrive enfin et le vote a lieu l'après-midi. Gordon, Doniphan et Moko décident de ne pas voter. À 2 heures, on compte les voix. Briand, 8 voix. Doniphan, 3. Gordon, 1. Au grand regret de Doniphan, Briand a obtenu la majorité des voix. À partir de ce jour, Briand est pour 1 an le chef de l'île Sherman. Chapitre 8. La séparation. C'est parce qu'il est gentil, généreux et serviable que Briand est le nouveau chef de l'île. Seul Doniphan ne veut pas reconnaître les qualités du jeune Français et il a des difficultés à accepter l'autorité du nouveau chef. Ce deuxième hiver se passe selon le même programme que le premier. Les études pour les petits et quelques sorties pour chasser quand le temps est moins froid. Parfois, on patine sur le lac gelé. Les patins, fabriqués par Briand, sont en bois, avec une lame de fer, mais ils filent sur la glace. Jacques est le plus rapide à ce nouveau jeu. La vie dans la grotte est agréable, mais l'ambiance entre ses habitants n'est pas bonne. Doniphan a de plus en plus du mal à obéir aux ordres de Briand. Il vit à part à présent, en compagnie de Cross, Webb et Wilcox, qui sont sous sa domination. Les premiers jours d'octobre, le froid disparaît. Le lac et la rivière Zélande sont à nouveau praticables et, le 9 octobre, Doniphan annonce sa décision d'aller s'installer à l'est de l'île avec Cross, Webb et Wilcox. « Mais pourquoi ?» demande Baxter. « Parce que nous voulons vivre à notre gré et nous n'aimons pas recevoir des ordres de Briand. »« Mais qu'est-ce que tu me reproches ?»« Rien. D'être notre chef. Ce n'est pas sérieux. J'espère que vous n'allez pas regretter cette décision, » dit alors Gordon. C'est de cette manière que le 10 octobre, selon le plan de Doniphan, les 4 garçons partent en direction de l'Est. Ils emportent peu de choses, car ils vont d'abord en reconnaissance. Doniphan pense longer la rive du lac jusqu'à sa pointe sud, puis remonter par la rive opposée jusqu'au fleuve Est. Ensuite, il suffit de suivre le fleuve jusqu'à son embouchure pour arriver à la côte de la Déception. Ils vont parcourir 16 milles environ, mais ils s'arrêtent souvent et chassent pour manger. Arrivés au fleuve, la marche devient plus difficile. Ils doivent se faire un chemin dans la forêt épaisse. Parfois, ils coupent des buissons à la hache pour arriver à suivre la rive du fleuve. Enfin, le soir du 3e jour, ils entendent au loin le rugissement de la mer et campent à cet endroit. Le lendemain, ils arrivent à l'embouchure. Doniphan observe la côte avec sa lunette. Elle est aussi déserte que la côte opposée. La journée se passe à visiter le littoral et ses grottes. Très vite, Doniphan en trouve une aussi confortable que la grotte française. Le soir, ils mangent des poissons pêchés dans l'embouchure du fleuve. Ils prennent la décision de continuer la reconnaissance du littoral jusqu'à la pointe nord de l'île. Peut-être vont-ils enfin voir des terres au large.
Ensuite, ils retourneront à la grotte française pour rapporter le matériel nécessaire à leur installation. Le lendemain, le 14 octobre, ils prennent la direction du nord et parcourent 9 milles. Le jour suivant, c'est avec un vent de plus en plus fort qu'ils font les 9 milles restants. Une tempête s'annonce, et c'est dans le bruit du tonnerre et la lumière des éclairs qu'ils arrivent, enfin, à la pointe nord. Soudain, Wilcox, qui marche devant, s'arrête et montre une masse noire sur la plage. C'est une barque couchée sur le côté droit, et, tout près, il y a 2 corps étendus sur le sable. Doniphan, Webb et Cross s'approchent, puis tous les 4, terrifiés, sans penser que ces corps peuvent être encore en vie, partent se cacher sous les arbres proches. Pendant toute la nuit, la tempête se déchaîne. Au matin, le vent continue à souffler. Les 4 garçons vont se mettre en route, mais avant, ils veulent enterrer les corps échoués sur la plage. Ils avancent dans le vent, en direction de la barque. Les 2 corps ne sont plus là. Doniphan et Wilcox avancent un peu plus sur la plage. Rien. Pas de traces sur le sable. Doniphan regarde au large avec sa lunette. La mer est vide. Les corps des naufragés sont sûrement loin, au large. La barque est une chaloupe de navire marchand. À l'arrière, on lit Severn, San Francisco, le nom du navire et son port d'origine. San Francisco? Un port américain? Un bateau américain? Sur cette partie de l'île, la mer est toujours aussi vide. Pas une seule terre à l'horizon. Chapitre 9. La naufragée. Pendant ce temps, à la grotte, tous sont tristes depuis le départ de Doniphan et sa bande. La joie revient quand Briand décide de construire un cerf-volant géant. Il veut le faire voler à une certaine hauteur. Si un bateau approche des côtes, le cerf-volant va signaler leur présence sur l'île. Le 15 octobre, le cerf-volant est terminé, et c'est une vraie machine que Briand va lancer dans le ciel, mais on retarde le lancement car une tempête, la même que pour Doniphan et ses compagnons, se déchaîne sur l'île. Enfin, le 17, depuis la terrasse du sport, Briand va donner le signal quand il remarque que Fan aboie en direction de la forêt. Briand et ses camarades le suivent et découvrent le corps d'une femme au pied d'un arbre. Elle a une 40aine d'années. Elle est sans vie. « Elle respire! Elle respire !» s'écrie Gordon. On apporte du brandy et Briand en fait tomber quelques gouttes entre les lèvres de la femme. Elle ouvre les yeux et se redresse. « Merci, mes enfants, merci. » Elle parle anglais et un peu plus tard, à l'abri dans la grotte, elle raconte son histoire. Elle s'appelle Catherine Reddy, dite Kate. C'est une Américaine, embarquée avec ses patrons sur le Severn, à destination de Valparaiso. Le bateau ne va jamais arriver. Une mutinerie va éclater à bord, dirigée par Walston, un marin qui veut utiliser le bateau pour le transport d'esclaves. Il n'y a pas de survivants, excepté Kate et Evans, le maître d'équipage, car Walston et ses 7 compagnons ont besoin de lui pour la manœuvre. Quelques jours après, un terrible incendie se déclare et détruit le bateau.
les mutins ont juste le temps de monter dans la chaloupe avec quelques provisions et des fusils. Ils sont à 200 milles des côtes quand une tempête se lève et les jette au nord de l'île Sherman. Kate reste longtemps sans vie sur la plage. Quand elle se réveille, elle entend les voix de Walston et Brandt qui réaniment Forbes et Pike étendus un peu plus loin, près de la chaloupe. « Où sommes-nous » demande Brandt. « Je ne sais pas. Prenons nos armes et partons d'ici, » répond Walston. « Où est Vance » demande Forbes. « Il est vivant. Cope et Rock le surveillent. »« Et Kate ?»« Elle est sûrement morte, et c'est très bien, parce qu'elle sait trop de choses sur nous. » Kate ne bouge pas. Elle attend qu'ils partent, et alors qu'ils vont vers l'est, elle prend la direction opposée, vers le lac de la famille. Très émus, les enfants écoutent son histoire. « Mais alors, Doniphan, Wilcox, Webb et Cross sont en danger !» dit Briand. « Je vais partir les chercher. »« Mais comment ?» demande Gordon. « Avec Moko et l'Aïeul. Ils sont sûrement à l'embouchure du fleuve. » À 8 heures du soir, Briand et Moko embarquent. Un bon vent les pousse vers l'est. Vers 10h30, sur la rive droite du fleuve Est, ils voient un feu. L'Aïeul longe la rive et Briand saute à terre. Il avance, son revolver à la main, quand éclate un formidable rugissement et une masse s'élance. C'est un très grand jaguar. Il entend quelqu'un crier « Au secours! Au secours !» C'est Doniphan qui se débat sous les griffes de l'animal. Briand se précipite et frappe le jaguar avec son coutelas. « Briand, mais qu'est-ce que tu fais là? Merci, merci, tu viens de me sauver la vie. » Une fois la surprise passée, Briand informe ses camarades de la situation. Alors, ces hommes échoués sur la plage sont vivants, et ce sont de dangereux malfaiteurs. Briand, tu es bien meilleur que moi. À présent, sois sûr que je vais t'obéir, dit Doniphan. Tous repartent vers la grotte, et à 4 heures du matin, c'est avec des cris de joie que la petite colonie les accueille. Les enfants sont à présent tous réunis, avec en plus un nouvel habitant, la gentille Kate. Mais ils sont en grand danger. La nuit, Briand, Doniphan et Moko parcourent souvent le lac avec la Yole, mais ils ne voient ni feu, ni campement. Peut-être que les marins ne sont plus sur l'île. Jusqu'au jour où Briand a une idée géniale. Construire une nacelle et l'accrocher au cerf-volant. Ainsi, on va pouvoir observer l'île d'en haut et découvrir le campement des marins. L'idée est dangereuse, mais Briand et Baxter se mettent au travail. Enfin, la nacelle est prête, et à la surprise de tous, c'est Jacques qui insiste pour y monter. « C'est moi qui dois le faire !» dit l'enfant, d'un ton décidé. « Briand, laisse-moi partir !»« Mais pourquoi toi ?» demande Doniphan. « Je dois le faire parce que... »« Jacques, arrête !» crie Briand. « Laisse-moi parler !» dit Jacques très ému. « C'est un secret trop lourd. Si vous êtes tous ici, sur cette île, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai détaché l'amarre du slougui pour m'amuser. »« Bien, » dit Briand, « et tu veux mettre ta vie en danger pour te faire pardonner ?»« Mais nous te pardonnons, » dit Doniphan. Et tous entourent l'enfant qui pleure. Jacques serre les mains de ses camarades. Il va monter dans la nacelle, mais Briand l'arrête. « Embrasse-moi, car c'est moi qui pars. » Jacques, puis Doniphan protestent. Mais Briand est catégorique, et il monte dans la nacelle. En 10 secondes, le cerf-volant géant disparaît dans la nuit,
et le généreux Briand avec lui. Quand le cerf-volant s'arrête de monter, Briand, très sûr de lui, observe l'espace avec sa lunette. Au-dessous, c'est l'obscurité la plus totale. Pourtant, à l'est, une lumière intense attire son attention. C'est la lumière d'un feu, mais elle est très éloignée et bien au-delà de l'île. Un volcan en éruption? La réverbération d'un glacier? Peut-être une terre, à 30 000 environ. Mais son regard se tourne vers une lumière très proche cette fois. Son cœur bat, la lunette tremble dans sa main. Oui, c'est bien un feu qu'il voit à l'embouchure du fleuve Est. Ainsi, voilà le campement des mutins du Severn. Ils sont toujours là. Son observation terminée, Briand tire sur la corde qui le relie au sol. En bas, on s'active pour le faire redescendre. Le premier à le serrer dans ses bras, c'est son frère, Jacques. Wollaston est toujours là. Ce sont les premiers mots de Briand à ses camarades. Chapitre 10. Le maître d'équipage. À partir de ce jour, on limite les sorties et on installe un poste de garde sur la colline d'Auckland. Un soir, près du lac, Gordon et Briand trouvent une pipe qui, d'après Kate, est à Wollaston. Ainsi, le danger se rapproche. Le 27 novembre, tous sont dans la grotte quand Doniphan remarque l'agitation du chien. Soudain, on entend un coup de feu, puis un cri. « À l'aide! À l'aide !»« Ouvrez !» dit Kate. « Ouvrez ! C'est Evans !» On ouvre et un homme entre. C'est le maître d'équipage, Evans. Il voit d'abord les enfants, puis Kate. Son visage s'éclaire. Il tend les bras. « Kate! Kate vivante !» On l'entoure. On lui apporte à manger et on écoute son histoire. Il raconte le naufrage, Forbes et Pike retrouvés sur la plage, l'installation de toute la bande dans une baie à l'est, la chaloupe ramenée jusqu'au fleuve. Elle est à l'abri à présent et avec des outils, on peut la réparer. « Mais nous avons ces outils !» dit Briand. « C'est bien ce que pense Wollaston. »« Mais comment ?» demande Gordon. « À cause du cerf-volant. Il faut des outils pour faire une telle machine. Et quand il y a des outils, il y a des hommes. Wollaston connaît votre existence depuis la découverte du cerf-volant. Il sait où vous vivez, combien vous êtes. C'est depuis ce jour que j'ai décidé de m'enfuir. Et vous êtes là, dit Kate. Oui, grâce à un moment d'inattention de Rock. Ces misérables me croient mort, mais nous allons en finir avec eux. C'est au tour des enfants de raconter leur histoire, leur solitude depuis 20 mois. Pourtant, l'île est à 30 000 environ des nombreux archipels de l'Amérique du Sud. Et à la stupéfaction des enfants, Evans explique que l'île Sherman s'appelle en fait l'île Hanovre et qu'elle se trouve près des côtes sud du Chili, à l'ouest du détroit de Magellan. « Quoi ?» dit Gordon. « Nous ne sommes séparés du Chili que par des bras de mer ?»« Oui, mes garçons. Entre votre île et le Chili, il y a quelques îles aussi vides que celle-ci, et j'espère que nous allons la quitter ensemble. »« Bravo, Evans !» crient alors les enfants. Le lendemain, Webb et Cross, qui sont de garde sur la colline, signalent l'arrivée de 2 hommes. Evans et Kate, qui observent depuis la grotte, reconnaissent Rock et Forbes. Evans, qui sait que les mutins veulent pénétrer dans la grotte, imagine alors un piège avec les grands.
Ceux-ci vont à la rencontre des deux mutins qui prennent un air très surpris et se présentent comme les seuls survivants du Severn. Gordon, au nom de la colonie Sherman, les invite dans la grotte. À la nuit tombante, on les installe dans le magasin avec Moko et on ferme la porte de séparation avec le hall. À minuit, tout se passe comme prévu. Moko voit Rock et Forbes se lever et ouvrir la porte du hall pour faire entrer Walston et les autres. Mais quand Rock lève le battant de la porte, une main tombe sur son épaule et il reconnaît Evans, resté caché jusqu'à ce moment. « À l'aide, les garçons !» crie le maître d'équipage. Aussitôt, Briand et ses camarades, qui attendent dans le hall, se jettent sur Forbes. Rock, plus rapide, arrive à fuir. Evans lève son couteau sur Forbes. « Grâce, grâce !» crie le misérable. « Evans, faites-lui grâce !» crie Kate. « D'accord, » dit Evans, « pour le moment. » On attache Forbes et on le laisse dans le couloir. Et jusqu'à la levée du jour, tout le monde fait le guet. Chapitre 11. Le retour. À l'aube, Evans, les grands et Fan partent surveiller le lac. Soudain, Fan, qui sent quelque chose, s'échappe. Ils le suivent, mais une détonation retentit. Doniphan tire à son tour et un corps tombe entre les arbres. « C'est Pike ! Il est mort !» dit Evans. Il reste Walston et les 4 autres. Il est important de ne pas se séparer, mais Briand court devant, avec Fan qui aboie de plus en plus. Un autre coup de feu retentit. Evans voit Rock qui s'enfuit dans la forêt. Il tire à son tour, mais Rock disparaît, comme par magie. Quand le groupe retrouve Briand, il se bat avec Cop. « Tiens bon, Briand !» crie Doniphan. Cop va frapper Briand avec son couteau, mais Doniphan se précipite et il reçoit le coup en pleine poitrine. Cop réussit à s'enfuir. Doniphan est pâle. Il respire à peine. « Transportons-le à la grotte !» dit Gordon. Quand ils arrivent à la grotte, un autre malheur les attend. La porte est cassée et ils voient Walston partir avec un enfant. C'est Jacques, puis Brandt, qui emporte Costard dans la même direction. Mais Fan s'élance et saute sur Brandt, qui se voit obligé de laisser l'enfant. Soudain, à la surprise de tous, Forbes sort de la grotte et il se jette sur Walston, qui, à son tour, abandonne Jacques. Forbes veut-il se faire pardonner ses actions passées ? Jacques, qui a un revolver, tire alors sur Walston. Mortellement blessés, Brandt et Book, un autre mutin, l'emportent. C'est alors que Moko arrête leur fuite d'un coup de canon. Dans la grotte, Kate soigne Doniphan et Forbes, blessé lui aussi pendant sa lutte avec Walston. Doniphan est jeune, il guérit peu à peu, mais Forbes meurt 2 jours plus tard. On l'enterre à côté de la tombe du Français. La tranquillité semble de retour sur l'île, mais Evans veut en finir avec Rock et Cop. Un matin, accompagné des grands, il part à leur recherche. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Des traces de sang les conduisent jusqu'au corps des 2 hommes qui sont morts de leurs blessures. Ils ramènent aussi le corps de Pike et ils les enterrent ensemble. La paix
est définitivement de retour. On peut à présent faire ce que tous attendent, réparer la chaloupe. Une expédition, composée de Evans, Briand et Baxter, part avec la Yole jusqu'à l'embouchure du fleuve Est. Après un examen des réparations à faire, Evans propose de ramener la chaloupe jusqu'au lac. Il veut utiliser le matériel récupéré du Sloogie pour les réparations. On accroche la chaloupe à la Yole et on part en direction du lac. Le retour est lent et il leur faut 2 jours pour arriver jusqu'au pied de la grotte. Le lendemain, les travaux commencent. Avec les débris de la coque du Sloogie, Evans, aidé de Baxter, répare la chaloupe. Sur les indications du maître, Kate fait les voiles qui manquent. Les travaux durent jusqu'au 8 janvier, car Evans veut être sûr que la chaloupe est assez solide pour naviguer dans le détroit de Magellan. Les derniers jours de janvier, on charge l'embarcation. La nourriture, l'eau douce, les armes. Le départ est fixé au 5 février. La veille, on libère les animaux. Le matin du départ, c'est avec émotion que les enfants voient s'éloigner la grotte. La chaloupe quitte ensuite le lac pour descendre la rivière Zélande jusqu'à son embouchure. Il est tard lorsqu'ils y arrivent et Evans attend le matin pour prendre la mer. À l'aube, enfin, Evans se fait hisser les voiles. Il quitte la rivière Zélande et quand il passe au sud de l'île, la baie Sloogie disparaît. 8 heures plus tard, la chaloupe entre dans le détroit de Magellan et longe l'île Adélaïde. Le 13 février, la chaloupe rencontre le steamer Grafton qui se dirige vers l'Australie. L'histoire du Sloogie est connue et le capitaine décide de ramener les survivants jusqu'en Nouvelle-Zélande. Le voyage est rapide et le 25 février, le Grafton entre dans le port d'Auckland. On imagine la joie des familles. Bientôt, toute la population de la ville veut entendre les exploits des naufragés. Doniphan va donner des conférences qui ont un véritable succès. Mais on va aussi publier le journal de Baxter. Ce journal qui raconte jour après jour la vie dans l'île. On le traduit en plusieurs langues et la prudence de Gordon, la générosité de Briand, le courage de Doniphan, la résistance des petits et des grands sont bientôt connus et admirés partout. En remerciement, Evans devient propriétaire et capitaine d'un bateau qui va s'appeler le Sherman. Kate est invitée dans toutes les familles des enfants et en définitive, elle reste chez Doniphan. Jamais sans doute, les élèves d'un pensionnat ne vont vivre une telle aventure. Mais à la fin de cette histoire, le jeune lecteur sait qu'avec du courage, de la discipline et de l'enthousiasme, on peut se sortir de toutes les situations. Il sait aussi qu'à la fin de l'aventure, les petits du Sloogie sont presque des grands, les grands presque des hommes.